S'il y a une citation en fait, que j'ai retenue ces derniers temps, c'est une citation d'Einstein qui dit que le jeu est la forme la plus poussée de la recherche. Il faut s'amuser pour transformer le monde et il faut le faire ensemble. Je m'appelle Guillaume Capel, j'ai 30 ans et je suis le fondateur et le directeur international de Singa. Alors Singa, ça veut dire la connexion, le lien en lingala, qui est une langue qui est parlée de différents endroits en République démocratique du Congo autour. Bon, je me suis lancé là-dedans il y a 7 ans parce que j'étais en Australie, que j'ai croisé des dizaines de personnes qui étaient réfugiées en Australie et qui me disaient qu'ils avaient envie de danser, qu'ils avaient envie de créer leur entreprise, qu'ils avaient envie de continuer leur métier et que je me suis rendu compte que la solution la plus simple, c'était tout simplement de créer des rencontres avec des gens qui aimaient les mêmes choses, donc danser par exemple, ou qui partageaient le même domaine d'activité, ébénistes, agriculteurs. Alors la différence entre, on va dire, réfugiés, demandeurs d'asile, migrants, personnes en situation irrégulière sur le territoire, étrangers, etc., elle est souvent établie par le droit. Ce sont des lois, elles changent dans tous les pays. On peut être demandeur d'asile et travailler au bout de 3 mois en Allemagne, comme il faut attendre 9 mois en France. Donc on voit que ce sont des choses qui sont très flexibles, qui dépendent beaucoup finalement du législateur. Et le législateur, il dépend beaucoup de l'opinion publique généralement. Cette opinion publique, elle n'arrête pas d'évoluer en fonction des articles, des médias qui sont faits. Un réfugié, pendant un temps, ça a été juste quelqu'un qui devait partir à cause d'un changement climatique, à cause d'une guerre, de persécution, et qui n'avait pas le choix. Mais on se rend compte, par exemple, aux États-Unis, que les gens qui ont dû partir à cause de Christina, ils ont dit, nous, on ne veut pas être considérés comme des réfugiés parce qu'on n'est pas sortis du pays. Je crois que le fond qu'il faut retenir, c'est que les réfugiés sont des personnes, qu'elles font face à des changements importants et elles font face à de l'incertitude. Et Singa, en fait, ça intervient à ce moment-là pour réussir à faire face à cette incertitude et à réinventer sa vie. Alors en France, il y a aujourd'hui 250 000 personnes qui sont réfugiées, qui ont le statut de réfugié, qui ont la protection internationale. Il y a environ 80 000 personnes qui arrivent par an et qui demandent une protection. C'est pas beaucoup en fait quand on compare avec d'autres pays européens, que ce soit en proportion ou même par exemple à l'Allemagne qui a une population à peu près similaire. On a quasiment 1 million de personnes qui sont allées demander l'asile ces dernières années. On se rend compte que c'est 0,2% de la population et surtout, c'est pas une population qui arrive les mains ballantes, mais c'est une population qui arrive aussi avec plein d'expériences et de compétences qui apportent à notre société. La différence que je vois moi entre des organisations comme Médecins sans frontières, comme la Croix-Rouge, comme beaucoup d'ONG du secteur de l'asile, c'est qu'elles se sont développées au cours de ces dernières décennies pour apporter une aide rapide aux personnes. Et elles ont développé des projets pour les personnes. Chez Singa, en fait, on a essayé de compléter ça en essayant de construire une approche beaucoup plus collaborative. Donc on ne fait pas tellement pour, mais on fait avec. Et l'idée, c'est de construire sur du très long terme. C'est de faire en sorte de révéler les potentiels. Les résultats de Singa, c'est que 8000 Français ont habité pendant 3 mois ou 12 mois avec 656 personnes qui sont réfugiées. Déjà, ça, c'est énorme parce que ça a transformé ces 9000 personnes qui, pour les réfugiés, ne voient plus les Français de la même manière, pour les Français, ne voient plus les réfugiés non plus de la même manière, ont enfin identifié des humains avec des trajectoires, des parcours, des ambitions. Donc ça, c'est une vraie révolution. Ça veut aussi dire que ces 9000 personnes, elles en parlent autour d'elles, et donc elles changent aussi le regard de tous les gens qui les entourent. On accompagne aujourd'hui 60 entrepreneurs réfugiés qui ont des projets de choses qui manquent en France ou locaux qui, du fait d'une rencontre avec des réfugiés, ont pensé à des choses.
Donc ça, c'est 60 entrepreneurs, c'est aussi des gens qui sont créateurs d'emplois, créateurs d'activités, donc ça booste aussi les choses. On a plus de 2000 personnes qui sont ce qu'on appelle des buddies, donc c'est les gens qui vont ensemble au musée, au cinéma, faire des choses qu'ils aiment. Donc eux aussi, ils construisent ensemble un avenir commun et se transforment eux-mêmes. On a aussi des activités d'accès à l'emploi. Donc du coup, on a des ateliers qui permettent aux gens de redessiner leur CV, leur lettre de motivation, de se préparer aussi à la vie professionnelle en France. Donc ça a aussi une forme d'efficacité. Et puis on a surtout créé des concepts et des nouvelles manières de parler de ce sujet, dont se sont réemparés les médias, dont se sont réemparées les autres associations, qui ont mis en place des programmes de buddy, par exemple, mise en relation de duo. Et ça, c'est une nouveauté. Ça veut dire que petit à petit, en fait, on pousse vers une approche beaucoup plus collaborative de construction de l'avenir, plutôt que vous venez d'arriver, vous allez devoir vous adapter à ce qui existe déjà. Et ça libère tellement plus d'énergie. Amnesty International a publié une étude en début des années 2010 pour montrer que l'image en fait, du réfugié, elle est passée du héros après la Seconde Guerre mondiale à celle du zéro. Je crois qu'on est encore en fait... on a encore du mal à transformer ça. Nous, on essaie de pousser au maximum pour qu'on devienne des égaux sur un pied d'égalité. Mais ça prend du temps. Alors, il y a 7 ans, en fait, quand on a commencé, déjà, on ne parlait pas de réfugiés. Enfin, le mot était quasiment nulle part. Et donc, du coup, on était vraiment au niveau de la société dans l'ignorance totale par rapport à la situation des personnes. Aujourd'hui, on a quasiment tous au moins lu 100 articles sur les migrants ou sur les réfugiés. Donc il y a une évolution par rapport à ça, c'est un sujet qui s'est médiatisé ces dernières années. En revanche, le nombre de stéréotypes, la perception qu'on a les uns des autres, elle est toujours très cliché. Je pense qu'en fait, il y a une nouvelle génération qui est en train de pousser, on le voit en ce moment partout en Europe, qui fait des associations d'idées qu'avant on n'avait jamais vues. Concevoir quelqu'un qui est réfugié comme un entrepreneur, c'est tout à fait nouveau. Ça arrive aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, partout en même temps. Donc oui, ça se transforme. Par contre, il faut qu'il y ait une évolution aussi qui se fasse sur les modèles économiques des structures et des citoyens qui agissent dans ces domaines-là. Parce que si on n'y arrive pas, on ne sortira jamais des carcans habituels. Et la manière dont les ONG traditionnelles font de l'argent, c'est aussi en parlant de tous les problèmes que rencontrent ces personnes. Et donc du coup, ça crée aussi une image misérabiliste qui du coup est difficile à transformer. Et donc si on veut avoir une approche collaborative, une approche de design thinking, il faut aussi qu'on ait des modèles économiques qui soient en lien avec ça. Et c'est ça l'un des plus grands enjeux du 21e.